dans les médias parce qu'on a beaucoup parlé du doublage, donc on a fait une pétition et on a surtout fait une vidéo, Touche pas ma VF, qui a été vue 20 millions de fois il y a 1 an et demi, donc c'est énorme. Christian Clavier, comme vous l'avez rappelé, a fait lors de la promotion de son film, qui était un échec d'ailleurs, ça n'a pas marché, le million, il n'a pas atteint le million. Il a fait en fait, il a oublié de promouvoir son film, il a fait la promotion de l'IA en fait, quelque sorte. Alors, je sais pas, j'ai pas compris pourquoi il était là, sur ce terrain-là, mais c'était assez maladroit. Donc il a fait une vidéo sur Combini qui a été vraiment suivie. Et donc on a refait un droit de réponse il y a une dizaine de jours avec Brigitte Lecordier, où on a pu expliquer effectivement comment nous on voyait les choses et qu'il n'y avait pas de fatalité à ce que le métier soit remplacé par l'IA et que l'humain doit rester au centre en fait. Et que c'est pas et que Christian Clavier il allait accepter de perdre un bras, voire 2 bras avec cette histoire-là, parce que quand on utilise l'IA comme pour se faire remplacer dans toutes les langues, en tout cas pour le doublage, on n'a pas la maîtrise de ce doublage. On ne sait pas artistiquement ce qui va se passer. Et puis c'est plus lui, c'est une machine en fait, c'est une sorte d'hybride. Donc voilà, on l'a gentiment alerté, on a eu un droit de réponse, on est resté vraiment assez digne, mais sur le coup, c'est vrai que son intervention était assez indigne et puis pas très respectueuse des métiers du doublage, parce qu'on est tous dans le même bateau, même si on est moins connu que Christian Clavier, on n'en reste pas moins des acteurs, des comédiens, des comédiennes qui font ce métier de manière tout à fait respectable et utile. Le doublage en France, c'est 15 000 emplois, c'est 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 110 PME, donc c'est toute une industrie qui est liée au cinéma. C'est des cotisations sociales aussi, parce qu'aujourd'hui on a besoin de cotisations sociales, on a besoin de l'intermittence, ça fait partie de notre exception culturelle. Donc voilà, tout ça c'est un tout, et on ne peut pas comme ça balayer d'un revers de main parce qu'il y aura une technologie pour le moment américaine qui nous est un peu imposée, qui sort un peu des standards effectivement légaux, parce qu'il n'y a pas la transparence, et ils ont été pillés, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le président de la SACD qui parle de ça très très bien, le moissonnage. Est-ce que le moissonnage, il est légal quand on va moissonner le terrain du voisin? Eh bien non, en fait. Voilà. Donc l'IA a moissonné des œuvres de l'esprit de manière gigantesque, historique. On n'a jamais vu un pillage aussi fort. Et c'est ça le sujet aujourd'hui. C'est comment cette technologie vient dans le champ culturel et comment on accepte ça, en fait. Donc, on a besoin d'une régulation et c'est là-dessus qu'on se bat. Ok, donc l'association Les Voix a été d'abord un lanceur d'alerte, si Oui, je puis dire, complètement. et puis ensuite est rentré dans le vif du sujet Oui. en s'imposant notamment à l'Europe Oui. pour la négociation de C'est l'IA ça. Act. On Alors, est d'accord. Et modestement. aujourd'hui, l'IA Act, Ouais. ça donne quoi en quelques mots? Parce que, encore une fois, En quelques mots, après, je pense que tu pourras en parler mieux que moi, mais ce qui était attendu, c'était au départ un respect des droits d'auteur et un respect des droits fondamentaux, avec le règlement, avec le RIA, le règlement pour l'intelligence artificielle. Et on arrive à une sorte de règlement qui est vidé de sa substance, en tout cas au niveau des droits d'auteur. c'est ça, c'est l'impression que ça donne. Exactement. Alors, le règlement fait référence à ce fameux opt-out, droit d'opposition, qui effectivement n'a que le mot et n'a pas l'effectivité aujourd'hui. On peut mettre l'opt-out, mais c'est compliqué. Alors nous, on a utilisé l'opt-out. On a été la première association d'artistes-interprètes à le promulguer. On a fait un mandat pour nos adhérents. Et après, on a poussé aussi l'ADAMI à le faire. Donc l'ADAMI a prononcé l'opt-out en ce mois c'est janvier ou février 2025. Donc ça, c'était un pas décisif. L'opt-out, aujourd'hui, il n'est pas effectif. Il pose un certain nombre de problèmes, effectivement, d'effectivité. Mais on l'utilise aujourd'hui dans des procédures. C'est-à-dire que si une comédienne ou un comédien déclare son opt-out sur son travail, donc en vertu des droits voisins et de cette loi, ça permet de dire, à un instant T, j'ai sur mon site internet, on a un petit logo et puis un petit texte, prononcer l'opt-out sur le fait de dire, je ne veux pas que les systèmes moissonnent ma voix et mon travail. Et si c'est le cas, s'il y a eu un clonage qui a été fait de ma voix reconnaissable, parce que le sujet, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a les voix clonées et les voix synthétiques, c'est deux choses différentes. Si ma voix elle est reconnue comme telle et étant clonée de manière pirate, ce qui a été le cas de la voix de Tomb Raider cet été, la voix de Françoise Cadol, qui a été récupérée par l'éditeur texan, et donc elle s'est retrouvée dans une nouvelle version du jeu Tomb Raider avec sa voix clonée, qui faisait en fait de nouveaux dialogues dans le jeu. Donc elle a été prévenue par des fans, et donc elle a été voir son avocat, et c'était une des mesures que l'avocat a brandi en disant Françoise a signé ce mandat d'opt-out. Donc il peut être utile dans les procédures. Il n'est pas utile pour aller effectivement
rechercher dans les boîtes noires aujourd'hui si nos voix y sont, parce qu'on n'a pas accès aux boîtes noires, justement. Ça, c'est le vrai souci. Et donc, c'est là-dessus qu'on se bat. On dit il nous faut des lois de protection supplémentaires, il nous faut des protections supplémentaires, et c'est ce qu'on demande aux régulateurs européens et au ministère de la Culture en France, et aussi aux députés et sénateurs français, enfin aux politiques, pour protéger en fait la voix des comédiens et aussi leur visage par extension. Parce que nous, on est les premiers de tranchées. Demain, c'est les acteurs de cinéma, de séries qui vont être effectivement utilisés sans le savoir. Juste un petit aparté sur cette histoire de voix clonée et de voix synthétique. Une voix synthétique, selon nous, c'est une voix qui n'est pas reconnaissable. C'est-à-dire que pour la construire, on a utilisé une 50aine de voix différentes, voix d'homme ou voix de femme, avec des interprétations différentes, et on construit un monstre, en fait, qui est une voix qui n'existe pas dans l'absolu, mais qui est constituée de multiples voix, comme ça. Et là c'est le vrai souci, il est là, c'est que le remplacement, il peut être très très rapide là-dessus. Et d'un seul coup, il n'y a plus de lien entre un acteur, une voix, et puis la machine. Donc c'est là où ça devient très, très, très problématique et très mouvant sur le plan légal. Voilà. Alors qu'on a été utilisé pour construire ce truc-là. Bien sûr. Alors Liliane, qui détient justement le droit d'auteur d'une voix clonée ou synthétisée? Est-ce que c'est le comédien dont la voix a servi de modèle? Est-ce que c'est l'éditeur? Est-ce que c'est l'entreprise qui a créé l'algorithme? Comment on sécurise tout ça contractuellement? Alors, sur la question de la voix, on est moins par rapport aux comédiens sur du droit d'auteur, plutôt sur un droit de personnalité. Donc, c'est l'article 9 du Code civil, c'est un attribut de la personnalité. C'est une donnée biométrique, donc à ce titre-là, elle est également protégée par le règlement relatif aux données personnelles. En revanche, un éditeur peut être titulaire de droit sur un enregistrement. Et le comédien peut également être titulaire de droits voisins. Donc il y a un enchevêtrement, on va dire, de protection. Et pour ce qui est du fournisseur d'intelligence artificielle, je considère qu'il n'est absolument pas titulaire de droit d'auteur. Il n'est pas titulaire de droit d'auteur sur un enregistrement qu'il pourrait reproduire aux fins d'entraînement de l'intelligence artificielle. Et il est difficile de considérer qu'il est titulaire de droit sur ce qui ressort de l'intelligence artificielle. Parce que si on part du principe que seul un être humain peut être titulaire d'un droit d'auteur, il ne peut pas être titulaire de ce droit d'auteur-là. Et peut-être que la seule personne qui peut être titulaire de ce droit d'auteur, c'est la personne qui aurait donné des instructions à l'intelligence artificielle. Donc ce sont des problématiques qui sont en cours. Je peux dire que les travaux en la matière sont parfois un peu contradictoires. Les experts en la matière ont dit il y a 1 an et demi des choses qu'ils ne disent plus aujourd'hui, parce qu'ils se sont rendus compte que peut-être qu'ils n'ont pas dit des choses très justes sur le plan juridique et surtout pas très opportunes pour la protection des droits de la création et pour la protection des droits des attributs de la personnalité. Donc ce sont des réflexions qui sont en cours. Je pense qu'il n'y a pas un sujet juridique en ce moment qui cause plus de réflexion. On a des missions gouvernementales, on a des missions au niveau du Parlement, on a des missions au niveau, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on a des experts au niveau européen. Tout le monde réfléchit, donc il va certainement en sortir des choses très utiles, mais c'est surtout qu'il faut qu'il en ressorte des choses qui sont conformes au droit. Et comme je vous le disais, je ne peux pas me permettre de vous faire un cours complet de droit d'auteur, mais par exemple sur la question du droit d'auteur, il y a des juristes qui considèrent que cette exception générale de text and data mining, elle ne respecte pas
le traité de l'UMPI. Le traité de l'UMPI qui est un traité international qui prévoit qu'une exception doit être en conformité avec ce qu'on appelle le test des 3 étapes. Et c'est comme je vous le disais tout à l'heure, ça doit être quelque chose qui a un champ d'application qui est restreint. Donc on n'est pas à l'abri d'une contestation au niveau international de la légalité de ces exceptions. Et je pense qu'indépendamment des exceptions au text and data mining, il va falloir créer un cadre légal, peut-être qui ne sera pas inscrit dans une directive, peut-être qui ne sera pas inscrit dans une loi, parce que l'intelligence artificielle nécessite de la souplesse. Mais il faut des directives claires sur ce qui peut être fait, sur ce qui doit être protégé et la façon dont il faut le faire. Okay. Patrick, quand on parle évidemment droit d'auteur dit rémunération. Est-ce que vous avez déjà réfléchi, notamment chez Les Voix, si on propose aux comédiens lors de l'enregistrement d'un livre audio, en utilisant une voix, par exemple, il y a peut-être des comédiens, des narrateurs qui sont prêts à faire cela. Est-ce que la rémunération est un sujet? Est-ce que comme pour le droit d'auteur d'un livre papier, où on a 5-10% par exemple de droits, est-ce que c'est un point que vous avez envisagé et où se situe le seuil? Je ne parle pas pour le background à rattraper sur tout ce qui a été spolié, mais je parle aujourd'hui, si on avance un petit peu, parce qu'on ne va pas pouvoir faire sans l'IA, néanmoins. Donc, est-ce que ça, c'est un petit point? Je vais vous demander d'être super rapide aussi, parce que je voudrais garder un petit temps pour les questions pour tout à l'heure, en 3 minutes. Vous parlez de rémunération sur les contrats en cours ou sur de nouveaux contrats qui utiliseraient l'IA? Je parle pour les nouveaux contrats. Donc, une sorte des contrats d'hybridation, c'est-à-dire qu'on accepterait d'être cloné pour des... Tout à fait. Ouais. Pour le moment, en fait, non, parce que pour nous, le préalable, en fait, ce serait qu'il y ait quand même une régulation sur comment marchent ces systèmes. C'est-à-dire que si moi, une société, un employeur me demande d'utiliser ma voix pour une application spécifique par rapport à sa marque ou par rapport à un objet audiovisuel, je vais avoir beaucoup de problèmes à le faire, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'en acceptant ce contrat, l'outil qui sera utilisé ne va pas utiliser ma voix pour me remplacer à terme avec des voix synthétiques. C'est-à-dire que le souci, il est là, en fait. C'est qu'aujourd'hui, la conformité des outils n'est pas là, la transparence n'est pas là, et s'il y a des deals qui doivent être faits, ils doivent être faits de manière tout à fait transparente. Et c'est vrai que j'aurais du mal à être dans un contrat où Eleven Labs va utiliser ma voix pour faire un clone, en fait. Aujourd'hui, on discute avec des gens de la tech. On a aussi vu les gens de l'IRCAM il y a quelques années. On continue à discuter avec eux sur les possibilités de ces machines. Et on a vu aussi des startups françaises là-dessus. Il pourrait y avoir, par exemple, des systèmes où il y aura un modèle général, en fait, d'entraînement de ces voix synthétiques ou hybrides, on va dire. Et le modèle, en fait, de cloning continuera à appartenir aux comédiens. C'est-à-dire qu'on aurait la possibilité un peu avec un kill switch, ou en tout cas avoir un stop and go sur l'utilisation de ce modèle pour certaines applications. Et le modèle n'irait pas entraîner un modèle de voix synthétique. C'est-à-dire que mes voix n'iraient pas entraîner le modèle général qui pourrait générer des voix synthétiques. Donc c'est ça le sujet, c'est d'essayer d'avoir des choses qui restent éthiques et éventuellement qui permettent à l'humain de continuer de travailler et d'offrir en fait une richesse par le jeu du comédien. Et pour certaines utilisations, pour le livre audio, on pourrait penser par exemple sur des livres de développement personnel ou des choses peut-être techniques qui demandent moins d'interprétation, des tutos, des choses comme ça. On pourrait utiliser sous la limite qu'effectivement le public soit informé, c'est-à-dire qu'il sait qu'il écoute une voix IA. Ça, je parlais de loyauté tout à l'heure, c'est très très important. Et donc pour le moment, il n'y a pas de texte et de régulation qui fixe ces niveaux. Sur quoi on utilise les voix synthétiques, comment, est-ce que le public doit être informé, et voilà. Donc ça, on attend ces textes-là, en tout cas ce niveau de régulation, pour pouvoir éventuellement travailler avec cette technologie pour certaines applications où le jeu du comédien n'est pas forcément... voilà. Mais pourquoi pas? Enfin, de toute façon, l'IA va débarquer, mais pour le moment,
on n'a pas assez de protection à ce niveau-là sur les utilisations. Donc ça, c'est très important. Oui, d'ailleurs, le SNE, le Syndicat national de l'édition, a récemment proposé un label justement à apposer sur les livres audio, Oui. un label IA pour informer le public, parce qu'il y a aussi le lecteur final qui peut se faire avoir, entre guillemets, très facilement. Oui, en collaboration avec l'association Les Voix, avec le SNE. Exactement. Et ça, c'était... Ouais. Alors, le label, c'est bien, il y a un côté label bio, on écoute une vraie voix, intelligence, interprétation humaine, ça permet de susciter le débat, un peu comme on écoutera tout à l'heure sur l'histoire des chartes qui sont très très importantes, parce que ça permet de poser un premier texte et un premier pas, en fait, dans cette histoire-là. Mais c'est pas suffisant. Nous, quand on va voir les députés, les sénateurs ou même le ministère de la Culture, on parle d'exception culturelle en fait. Et on pose beaucoup de questions dans les médias sur est-ce que demain on a envie de voir dans les séries, les films, les livres audio, enfin tout ce qui est audiovisuel, est-ce qu'on a envie d'avoir des robots qui ont remplacé les interprètes? Est-ce que c'est la société dans laquelle on a envie de vivre en fait? Ça, c'est des vraies questions et ça dépasse le stade juridique. Le juridique est super important. Mais c'est le politique qui doit prendre aujourd'hui la main. C'est-à-dire que c'est à eux à prendre ce sujet qui est un sujet qui dépasse le droit d'auteur. C'est pas qu'un sujet de droit d'auteur et de RGPD. C'est aussi comment demain, dans les œuvres audiovisuelles, on garde l'humain. Parce que dans les tournages, par exemple, si on enlève... Nous, par exemple, pour livre audio, il y a 3 personnes, voire 2 personnes en studio. Il y a le comédien et l'ingénieur du son qui souvent est le DA. Bon, après, il y a aussi des assistants de production. C'est des petites PME, les studios, c'est tout petit. Donc, on va dire que c'est 3 personnes avec le patron du studio qui sont impactées. Mais le cinéma, vous allez sur les plateaux de cinéma, c'est énorme en fait. Vous enlevez une scène avec des figurants et des personnages principaux et même secondaires sur une scène, on commence à voir les trucs. Moi, je vois l'autre jour, j'ai zappé sur Netflix là, des séries. Il y a déjà plein d'IA partout. Alors, c'est des trucs bas de gamme. C'est vraiment ces séries Z. C'est des trucs, tout est mauvais. Le doublage aussi, tout est mauvais. Puis les scénarios, c'est n'importe quoi. Des nazis derrière la lune. Enfin bon, c'est complètement débile. Mais voilà, tous ces trucs-là, il faut regarder comment c'est fait. C'est que de l'IA, quoi. Donc là, est-ce que ça va devenir le modèle de demain? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Des choses 100% synthétiques? C'est un vrai sujet parce qu'à côté de ça, il y a dans mon 4e mot-clé, il y avait jeunesse. Là, on se bat pas forcément que pour nous, mais c'est pour les générations futures. Est-ce qu'on a envie que nos sociétés soient alimentées par des émotions synthétiques? L'artificialisation des émotions, c'est pas rien sur le développement des gamins. C'est pour ça que les contes pour enfants au début là, de 10 heures, c'est ce qui nous a mis en éveil aussi. Voilà, parce que quid du développement cognitif des enfants, de leur perception des émotions, le dessin animé. Vous imaginez, les dessins animés faits en IA, là les Japonais ils sont vent debout contre OpenAI, ça fait partie de leur culture, c'est vraiment intrinsèque aux Japonais. Donc c'est des vraies questions de société. On doit s'appuyer sur le juridique, c'est super important parce qu'in fine, c'est quand même là qu'on signe les contrats. Mais au-delà de ça, il faut un peu de prospective sur qu'est-ce qu'on a envie pour demain, quoi. Voilà. Alors justement, il y a quand même... non, vous m'entendez pas? Oui, il y a quand même des choses assez significatives. Là, on voit aux États-Unis, notamment, il y a une class action d'auteurs, d'éditeurs, livres numériques, livres audio, etc., qui a quand même gagné contre Anthropic. Alors, Anthropic, c'est notamment l'IA générative qui s'appelle Claude. Et donc, ils ont quand même gagné, et Anthropic a accepté de lâcher 1,5 milliard de dollars à répartir entre toutes les parties prenantes. Donc ça crée un précédent. Est-ce que ça donne quand même de l'espoir pour les comédiens? Et juridiquement, est-ce que ça peut créer un précédent? Enfin, en juridique, ça s'appelle il y a un mot, une jurisprudence, voilà, je perdais le mot. Donc, est-ce que ça peut créer une jurisprudence par rapport aux autres monstres Meta, Gemini et autres, ou pas? Et est-ce que vous, ça vous donne de l'espoir, notamment au niveau du livre audio et du travail que vous faites, quoi? Allez-y, rapidement, 1 minute chacun, s'il vous plaît. Alors,
Je pense que ces procédures qui sont en cours ne sont qu'une circonvolution de la faiblesse des textes de protection. Donc aujourd'hui, oui, il y a des procédures. Tout le monde essaie d'aller chercher de l'argent là où il y en a. Il y a eu le deal aussi dans la musique avec Universal et Audio là, récemment. Et puis d'ailleurs, les artistes-interprètes ont dit « Ah, attendez, nous, on a fait un opt-out là-dessus, l'ADAMI notamment, et puis d'autres des syndicats d'acteurs aussi. » Donc voilà, c'est un peu... on est dans l'ère des procédures en ce moment. Donc les différentes maisons de disques... Des procédures qui gagnent, pour une fois. Des procédures qui gagnent. Il y a un juge à New York, je crois, qui a retoqué des éditeurs, mais... Il y a des procédures, il y a aussi des appels du pied, par exemple de la presse, sur tous les Google, Amazon et compagnie, en disant on aimerait bien faire des accords de licence pour que vous payiez ce que vous avez pillé. Et la plupart du temps, ces mastodontes ne répondent pas, en fait. Donc, il faut voir que c'est des énormes entreprises. Là, on voit les capitalisations de Nvidia et Microsoft, OpenAI qui explosent. Enfin, OpenAI pas encore, mais Microsoft qui explose. Et on voit que c'est quand même des murs de finances par rapport à des entités qui sont beaucoup plus petites. Donc, c'est là où on en appelle à l'État et aux régulateurs pour protéger, en fait, ce n'est pas qu'une économie, la culture. C'est aussi un patrimoine immatériel qui est commun à tous les êtres humains qu'il faut protéger. Parce que c'est une prédation. Hein. C'est les cow-boys et les Indiens, cette histoire-là. Hein. C'est qu'on est en pleine prédation, en fait, de toutes les assets culturels pour pouvoir faire plaisir à quelques-uns en Californie. Le sujet, il est là. Yann, jurisprudence, pas jurisprudence? Oui, alors sur les questions de piratage, c'est un peu compliqué parce que de toute façon, pour on va dire l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle, légalement, il y a une des conditions qui est l'accès licite. Or, lorsque les gens du web font des crawls du web, il n'y a pas de distinction entre l'accès licite aux œuvres ou pas d'accès licite. Le robot, il n'en a rien à faire de savoir si le fichier du livre numérique, c'est un fichier qui est légal ou qui n'est pas légal. Donc quand il crawl, il crawl. Et c'est en ça que la lutte contre le piratage, c'est vraiment un enjeu très important. Moi, j'ai été en charge pendant 7 ans de la lutte contre le piratage pour les éditions Gallimard. C'est vraiment un travail titanesque. Et je crains que sur ce sujet-là, effectivement, on soit plutôt sur des questions de compensation économique, sur des accords, parce que le piratage, il sert à financer bien d'autres choses. Et donc, c'est une problématique, on va dire, plus globale. Mais en tout cas, oui, vigilance pour que les éditeurs puissent protéger leur contenu, parce qu'en fait, pour les modèles d'intelligence artificielle, les livres sont de la donnée, et c'est pas le cas pour un être humain. Oui, juste en ajoutant sur la compensation, parce qu'on pourrait se dire bon, on va aller taxer toutes ces compagnies et les redistribuer en fait aux différents ayants droit via leurs sociétés de rétribution. Mais le seul souci, c'est que comme c'est une technologie qui est substitutive du travail en fait de tous ces créateurs, ils disparaissent de la chaîne des droits. Et donc comment les rémunérer une fois qu'ils ont changé de métier et fait un autre métier qui n'ont rien à voir avec la création parce qu'ils ont perdu leur... Donc c'est un sujet sur lequel on pointe. Et c'est là-dessus il faut inventer certainement d'autres systèmes, comme par exemple sur l'exception culturelle et les productions audiovisuelles. Si on continue à financer par exemple des programmes pour la télévision ou des programmes audiovisuels pour le cinéma, eh bien, il faut qu'il y ait des humains qui travaillent dedans. Donc la conditionnalité des aides à la production, c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir. C'est une des solutions qu'on met en avant en disant il faut effectivement s'assurer que demain il y a encore des humains qui produisent des œuvres en fait. Donc et ça c'est valable pour les chaînes de télévision européennes et aussi pour le cinéma. Donc c'est une des pistes. La rémunération secondaire où on irait chercher effectivement une taxe, ça pourrait effectivement être une sorte de Yalta qui permettrait de légaliser ce qui a été moissonné, mais ça ne sera pas suffisant en fait, parce que le grand remplacement, il est quand même là, même s'il y aura une hybridation, même si les métiers humains vont rester, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais en tout cas, il y aura des dégâts, ça c'est sûr, et donc ces dégâts, il faut les éviter en
en sanctuarisant un peu notre façon de produire des œuvres audiovisuelles. Donc les financements doivent être conditionnés. Il y a plein de questions déjà dans certaines chaînes de télévision qui font travailler des producteurs de programmes. Pendant les pitchs de présentation, on leur demande est-ce que vous avez utilisé de l'IA pour écrire votre série? Est-ce que vous avez utilisé de l'IA pour les tournages? C'est des vraies questions. Parce qu'il y a des problèmes légaux sur le fait d'utiliser ces outils qui ne sont pas clearés aujourd'hui. Où est la responsabilité du diffuseur quand il utilise un système qui a volé des œuvres? C'est une vraie question. Et puis surtout, quand France Télévisions ou TF1 met 10 millions sur la table pour produire un truc, ils n'ont pas envie qu'on leur fasse un truc qui a coûté que 2 ou 3 millions. C'est ça le sujet aussi. Voilà. Mais il y a des problèmes surtout légaux. Voilà, j'ai pas eu le temps de vous poser toutes mes questions. Malheureusement, on aurait pu en parler pendant très très longtemps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Je peux prendre 1 ou 2 questions pour pas nous mettre en retard. Oui, Cécile. Bonjour, moi je suis comédien depuis 3-4 ans, je fais des voix, un peu de doublage. Je voulais savoir, à notre échelle, comédien, artiste, interprète, qu'est-ce qu'on peut faire quand on participe à une nouvelle œuvre pour se protéger, pour être sûr que l'œuvre ne sera pas utilisée, notre voix ne sera pas utilisée? Est-ce qu'il y a une condition à mettre? Est-ce qu'il y a quelque chose à voir dans notre contrat? Comment on peut faire de notre côté, côté artiste du coup? Oui. Compléter, hein, mais en fait, dans ma compréhension de la loi aujourd'hui, donc on cède il y a une partie donc prestation dans le contrat et il y a une partie rémunération de l'exploitation. Donc ça, c'est émunéré dans ton contrat sur les modes d'exploitation, la télé, l'internet, les territoires et la durée. Ça, c'est la loi. Donc ça doit être dans le contrat. Et en aucune manière dans les contrats, il doit y avoir une ligne qui dit que même si c'est rémunéré, il n'y a plus de batterie. Si, c'est bon. Il faut appuyer de temps en temps. Il faut appuyer longtemps. Oui. Ouais. Là, il a rendu la spécialiser micro. On va utiliser celui-là. Après, je crois que ça marche un petit peu bien sans. C'est ça, il n'a plus de batterie. Donc effectivement, il y a des conditions contractuelles et après, on peut ajouter une clause de protection supplémentaire. Donc c'est ce que nous avons proposé à l'association Les Voix. On a des clauses en fait anti-moissonnage, une sorte d'opt-out dans les contrats qu'on rajoute. Alors c'est soit une clause en 2 lignes ou une clause un peu plus complète. Voilà. Donc il y a ça sur le site de l'association Les Voix. On peut faire ajouter des clauses. Mais par exemple, quand tu es dans le doublage, aujourd'hui le doublage, c'est tout le sujet en fait des négociations entre les syndicats et les commanditaires qui sont un peu en pause en ce moment. On demande aux commanditaires de doublage, c'est les majors, de rajouter une clause sur les contrats de protection. Mais dans l'absolu aujourd'hui, par rapport à nos contrats et à notre session d'exploitation, tu pourras peut-être compléter ce que je dis, ils ne peuvent pas utiliser nos voix sans notre consentement. Voilà. La clause, c'est une clause de protection supplémentaire. Mais a priori, si tu signes des contrats qui sont dans le cadre de la DADR doublage, tu es aujourd'hui un peu protégé. Et si tu adhères à l'association Les Voix, tu peux signer en fait le mandat le mandat d'opt-out que l'on a prononcé. Donc là, ça te protège pour ce qu'on appelle le data mining. Tu informes de ton droit d'opposition. Voilà. Mais si cette clause n'est pas prévue dans le contrat de base, ça fait très forceur de dire attendez. C'est compliqué. Il faut le négocier avec le studio de manière un peu collective avec pas mal de comédiens. Et c'était ta question ? C'était pour répondre parce que du coup, moi je travaille pour un studio et on fait des contrats justement avec les comédiens. Et on a déjà eu justement ces questions de rajouter dans le contrat la ligne de opt-out. D'opt-out, oui, d'opposition. Le problème entre guillemets qu'on a nous en tant que studio, c'est qu'on est prestataire d'un client, ça peut être Arte, ça peut être un éditeur de livres audio. Nous on va livrer
le fichier audio à cet éditeur, à cette chaîne, on n'est plus du tout maître de comment en fait le fichier va être après utilisé. Donc en fait cette ligne, je sais pas, moi je me retournerai, mais cette ligne dans le contrat pour moi elle me paraît caduque puisque nous en tant que nous on peut se dire en tant que studio on ne va pas moissonner la voix, on ne va pas développer nos IA pour des voix artificielles parce que de toute façon on fait pas ça. Mais après le documentaire il peut se retrouver sur YouTube puisque Arte met les documentaires sur YouTube, ils ont une chaîne YouTube. Le livre audio peut se retrouver sur Deezer parce que en fait ils sont voilà, dans les livres audio ils peuvent mettre sur Deezer, Spotify, je ne sais pas quoi. Et nous en tant que studio on n'aura absolument aucun moyen en fait de contrôler et même légalement de contrôler ça puisque nous on est juste prestataire d'un enregistrement qu'on livre et après l'utilisation de cet enregistrement c'est l'éditeur du livre audio qui va être dedans. Je vais passer la parole à Liliane là-dessus, mais il y a la solution, c'est de mettre dans vos CGV, dans vos conditions générales de vente, un paragraphe également sur cette histoire-là. Alors après. Oui, alors je comprends la problématique, c'est-à-dire que effectivement le conseil de Patrick est bon dans le sens où il est impératif de prévoir les clauses sur l'IA dans les contrats, le contrat avec le studio et notamment le fait que la voix est une donnée personnelle. Donc à ce titre-là, il faut le consentement pour l'utilisation de la voix, mais par rapport à la mise en ligne sur Internet, à l'heure actuelle, il n'y a aucun contrat qui peut vous protéger. Le contrat, le contenu, il est sur Internet, c'est sur Internet. Donc ce serait mentir que de dire qu'une prévision contractuelle va prémunir d'un moissonnage par une intelligence artificielle. Non, je ne peux pas me permettre de dire ça. Alors, c'est pas que je veux dire, juridiquement, prévoir des clauses pour se prémunir et en cas de conflit, pour pouvoir faire valoir ces clauses-là. Et c'est aussi du rôle ensuite des plateformes de diffusion sur Internet de prévoir aussi les clauses d'opt-out. Et c'est pour ça que tout le monde, en fait, c'est une chaîne de responsabilité. Et c'est un peu comme pour l'utilisation des données personnelles. On demande aux sous-traitants de garantir que la donnée personnelle est utilisée en conformité légale. Donc c'est pas parce que... Mais après, voilà, sur le plan technique, à ce stade, on n'a pas de garantie. Mais tu peux faire ton opt-out séparément. D'accord. Pour te prémunir du... Je pense que quand il y aura un déjeuner tout à l'heure, je pense que vous pourrez continuer à poser vos questions, mais on va, pour garder un peu le timing de la matinée, on la prend quand même? Ah, d'accord. Alors, madame, oui. Ah, je vais donner le micro parce que pour l'enregistrement, ça va être... voilà. Et donc, on fait très vite et vous pourrez poursuivre les échanges au déjeuner. J'ai que le sujet est sujet A. Je vais essayer d'être rapide et je vais être rapide. Par rapport à ce que vous disiez entre Robin, comédien, et Charlotte, qui travaille pour un studio de Strasbourg. Et à Strasbourg, on sait que la chaîne est la chaîne Arte. Par rapport à ce que vous disiez du côté juridique, ça veut dire qu'il faudrait absolument une responsabilité aussi de la part des chaînes, avant qu'on en arrive au dossier Internet, qui certifie aux prestataires cette clause en disant on vous assure que, ça veut dire que dans la descente, le studio certifie cette clause aux comédiens, c'est OK. Arte certifie que ce que vous avez enregistré sur tel documentaire ou tel doublage, etc., ne servira pas à autre chose. En fait, ce sont les grandes sphères qui peuvent permettre ça, parce que j'ai l'impression que cette lignée est très, très compliquée à gérer. Après, il y a des accords doublage qui s'appliquent à Arte. Je crois qu'il y a les accords des ADR qui s'appliquent à Arte, donc dans l'ADR ça, c'est les droits aujourd'hui. de rediffusion. Je parle de la clause où notre voix ne peut pas servir à l'intelligence artificielle. C'est pas entre le droit de rediffusion et l'IA, c'est pas la même clause, il me semble, Patrick. Après, sur la question d'Arte, effectivement, on peut demander des garanties, enfin Arte ou toute autre chaîne. Oui, parce que là, on est à Strasbourg. Nécessairement. Mais on peut effectivement demander à ce que l'opt-out soit respecté. Arte lui-même, sur ses contenus, peut demander à ce que l'opt-out soit respecté, exercer son droit d'opt-out. Et voilà, après, on en revient à la question de l'effectivité de cet opt-out. On est d'accord. Dernière petite question rapide, sur le même sujet, bien évidemment. On sait que certaines chaînes télé ont répondu
à des appels d'offres, par exemple, pour faire de la voix en audiodescription en se servant de l'IA. Je ne sais pas si certains studios ont signé, je ne sais pas si ça a abouti, mais voilà, suite des questions. Aujourd'hui, ces prestataires doivent aller aussi à l'économie, et je ne suis sûrement pas pour l'IA par rapport à ce métier, puisque j'en fais partie, mais c'est très interrogatif. Oui, ça fait partie des choses qu'on entend. Là, j'ai une comédienne qui m'a appelé avant-hier pour me raconter en fait une séance qu'elle a eue pour une chaîne de télévision publique en France, où en fait les chargés de production sont venus à l'enregistrement de l'audio-description du programme. Et donc elles étaient assez jeunes, elles étaient sur ChatGPT pendant toute la séance. Et puis au bout d'un moment, elles ont commencé à lever un peu la tête et en écoutant ce que la comédienne était en train de faire. Et à la fin, elles sont venues la voir en disant mais c'est génial ce que tu fais, on voit le film différemment. Donc voilà, donc c'est pas un truc perdu. Et j'encourage les studios en fait à inviter les chargés de programme et des chaînes, surtout s'ils sont voisins à Strasbourg à côté, à venir aux enregistrements et à voir comment ça se passe. Ça c'est super important, hein, faire un peu de travail d'éducation auprès des chargés de prod et leur montrer quel véritable boulot on fait en studio et du sur-mesure. Quand les clients viennent en publicité par exemple, quand ils n'ont pas tellement l'habitude, ils sont là, ah oui c'est incroyable, on n'entendait pas notre texte de cette façon-là. Donc il y a toujours une espèce de magie sur le résultat final et sur ce travail artisanal, et ça c'est un travail de fond qu'on peut faire en permanence. J'encourage à le faire régulièrement si vous avez l'occasion, les inviter.